ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes une nouvelle fois très heureux d'être chez vous pour ces nouveaux numéros de livres inspirés. Votre émission que vous avez l'habitude de suivre, c'est une émission littéraire qui nous parle de livres, nous parle de lecture. Nous sommes encore pour ces nouveaux numéros de livres inspirés. Aujourd'hui, nous recevons une personne. L'autre fois, il était avec nous. Il s'agit du pasteur Christian Céleste Lombo, avec qui nous allons partager ces plateaux de livres inspirés. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Girès. Une nouvelle fois, nous avons reçu dans cette émission Livre Inspiré, vous avez l'année passée, on était avec vous, cette année, nous commençons cette année avec vous. Quelles sont vos impressions par rapport à cette nouvelle année qui commence dans cette émission Livre Inspiré, bien sûr? Toujours un grand plaisir, un honneur d'être votre invité. Et je vous souhaite encore le meilleur pour cette année. Okay. Faites encore plus. Vous êtes devenu comme une fierté, pas comme une fierté pour la nation. Moi, personnellement, je suis fanatique de vos prestations et je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Très bon, merci beaucoup. Avant que nous puissions commencer, il y a de ceux-là qui nous regardent, qui ne connaissent pas peut-être qui est Christian Lou Céleste. En fait, juste familiariser avec nos téléspectateurs, savoir un peu, juste une brève présentation de qui vous êtes réellement. Bien que ça a toujours été un peu difficile de parler de soi-même, exactement, ouais. Je peux quand même tenter. Pasteur Christian, en fait, ça fait pratiquement un mois que je viens d'être ordonné officiellement pasteur. Okay. Le pasteur Christian, c'est juste un imitateur de Jésus-Christ, un passionné de la parole de Dieu. Il est pasteur responsable de l'église Vie des Dieux, une église qui se situe à la commune de Selembao. Au-delà de cette casquette, le pasteur Christian, c'est un amoureux de la lecture, un passionné qui aime les livres, qui aime connaître et qui court après la connaissance. Okay. Il est tellement important que je suis même en train de dire à tous les serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, même seulement que tu n'es pas pasteur, mais tu aimes lire, tu aimes la lecture, ces plateaux pour vous, pour que nous puissions échanger sur des livres que vous avez lus, ou même si vous avez publié un livre, nous sommes là pour essayer un peu de parler avec nous et aussi d'échanger autour de votre livre. Vous avez dit que vous êtes un amoureux de la lecture. Pourquoi aimez-vous lire? Pasteur, la lecture, pour moi, c'est comme un travail. C'est une activité. C'est un atout qui me permet d'équiper mon cerveau. J'ai toujours conçu le cerveau comme étant une batterie. Okay. Je crois l'avoir déjà dit la fois passée, que la batterie d'un véhicule, quand vous ne la chauffez pas régulièrement, la conséquence c'est quoi? La batterie s'est ramollie. Donc je pense que cette même analogie s'applique aussi pour le cerveau d'un humain. Un cerveau qui n'est pas nourri, qui n'est pas équipé, qui n'est pas, qui n'est pas musclé. Et je dirais que ces cerveaux ne sauront pas donner le meilleur de lui-même. J'aime la lecture parce que la lecture nous permet de ravitailler, de revitaliser, de vitaliser même notre cerveau. Okay. Donc voilà. Comme d'habitude, on va prendre une citation. Qui nous vient de Charles. Il nous dit ceci: la lecture rapproche et redonne vie. Le monde qui ne lit pas est myope. Le monde qui lit est loupe. J'aimais cette citation. Quel est votre commentaire par rapport à cette citation inspirée? Le monde qui ne lit pas est myope. C'est une citation pertinente, très importante même. Le monde qui ne lit pas est myope. Nous connaissons tous la myopie. La myopie, c'est comme un trouble de la vue qui se traduit par une vision floue, des choses lointaines, mais qui vous permet quand même de voir clairement des choses qui sont proches. Et quand on dit un monde qui est myope, ça veut dire que c'est un monde qui a une vision un peu limitée. Un monde qui est dépourvu de perspectives à venir. Vous connaissez ces célèbres proverbes qu'on dit « l'homme prudent voit le mal de loin et s'écache ». Ça veut dire un monde qui ignore les perspectives à venir, il s'expose à un risque, je dirais, beaucoup plus néfaste. Je connais même, il y a un principe médical qui dit, lorsque le diagnostic est raté, la thérapie est illusoire. Elle peut même tuer.
On croirait apporter une solution alors qu'on envenime encore la situation. Donc pour apporter des solutions adéquates à des problèmes, il faudrait avoir une connaissance détaillée et effrénée par rapport au sujet. Et le monde qui lit et loupe, nous connaissons tous le loupe, c'est comme des lentilles, une sorte de microscope qui permet d'agrandir un peu les images, qui permet d'avoir une vision claire. Donc je pense que la lecture nous permet d'avoir une connaissance claire, détaillée, surtout le monde dans lequel on se tient aujourd'hui, le monde contemporain. Nous avons des défis énormes, des défis mondiaux. On nous parle des réchauffements climatiques, on nous parle de l'environnement mondial. D'ailleurs, pour prendre un cas échéant, on nous parle de M23. Et nous avons besoin, en ces moments même, des scientifiques, des personnes aguerries, des grands esprits, des personnes chevronnées qui doivent profiler des stratégies pour réfléchir, voir des solutions de manière immédiate. Et voir aussi des solutions de manière lointaine. Vraiment ça. Parce que dans cette première partie de la citation, Charles est en train de dire la lecture rapproche et redonne vie. Ça rapproche de la vie et redonne aussi la vie. On peut comprendre ça comment un peu? Rapproche et donne la vie. Redonne la vie. Redonne la vie. La lecture. Ça veut dire que la lecture, quand on dit redonne la vie, ça veut dire la lecture vous créez ou soit vous met là où vous devez être. Exactement. En fait, la lecture vous permet d'avoir une vision un peu claire de la vie, même en soi. Vous connaissez bien là où vous allez. Pasteur, je voudrais un peu, loin de moi l'idée de défier. C'est lui qui a dit qu'il ne risque rien à rien. Mais moi, je dirais que ne pas lire, c'est s'exposer à un haut risque. C'est pire même que de ne pas risquer. Bon, voilà. C'est important, c'est notre mission de livre. On a des livres que réellement nous recommandons à tout le monde de commencer à prendre même 1 heure pour se mettre dans la lecture parce que la lecture rapproche de la vie. On va lancer cette émission avec le thème d'aujourd'hui, c'est l'entourage d'un leader, le but qui unit. L'entourage d'un leader, le but qui unit. La première question, avant de parler de l'entourage d'un leader, essayons d'abord de comprendre qui est un leader. Je prends par exemple l'exemple de John Maxwell. Il a écrit que un leader est celui qui connaît le chemin, suit le chemin et montre le chemin. Peut-on dire qu'un leader, par sa signification, est celui qui passe en premier et montre l'exemple, afin que les autres suivent, afin que les autres soient motivés à les suivre? Est-ce qu'une personne, est-ce que l'existence de base pour être un leader, il faut que les gens vous suivent pour que vous soyez là pour les motiver? Exactement. Déjà, pasteur, de manière étymologique, le mot leader est un concept emprunté. C'est un concept anglophone. Ça découle du verbe to lead. To lead, ça veut dire conduire, mener et guider. Donc, qui dit guider, qui dit conduire, c'est qui sous-entend que nous quittons d'un point A vers un point B. Nous quittons d'une situation moins humaine vers celle qui est plus humaine. Donc, de manière emblématique, le leader, c'est cet individu-là qui dispose d'une certaine capacité, des capacités qui lui permettent de conduire un groupe d'individus ou soit une organisation de manière à atteindre certains objectifs précis. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui inspire, qui motive et qui conduit des gens quelque part. Donc, lui-même, déjà, doit avoir une vision claire de là où il va. Sinon, on risquera de rejoindre le proverbe selon lequel un aveugle conduit-il un aveugle qui conduit les aveugles, n'est-ce pas, qui tomberont dans la fosse. Donc, l'existence même, telle que vous avez posé la question, je crois que ça c'est justifié. On ne peut pas parler d'un leader si au préalable, il n'y a pas une vision claire qui s'inscrit dans la logique de quitter un point A vers un point B. Pour illustrer cela, je donne l'exemple de Moïse. Moïse est un leader par excellence, quelqu'un à qui Dieu a confié la mission de migrer les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Donc voilà une illustration un peu
parfaite d'un leader. Il connaît un chemin. Il connaît un suit le chemin. Il suit et le il chemin. montre le Il vous chemin. montre un chemin. Et Voilà. si, par exemple, quelqu'un ne connaît pas le chemin, ne connaît pas le chemin, ne suit pas le chemin, donc il ne peut pas être un leader. Il ne peut pas être un leader. Parce que ça va même à l'encontre de l'essence même du mot leader. Parce que quand on dit leader, c'est conduire, c'est mener. Vous conduisez les gens quelque part. Vous amenez. Ça veut dire que vous ne pouvez pas amener les gens là où vous n'avez jamais été, ou soit là où vous n'avez pas une idée claire. Donc, qui dit leader, qui sous-entend l'idée de quitter un point A vers un point B. Et lorsque maintenant aujourd'hui nous parlons de leader, est-ce que le leader doit être seulement comme dans un seul angle, dans un seul domaine? Le leadership ou le leader touche un peu tous les domaines de la vie humaine, ou la vie nationale, ou seulement juste un seul domaine? Non, non, il y a plusieurs domaines. Okay. Il y a le domaine religieux. Dans le domaine religieux, nous avons des leaders. Dans le domaine politique, nous avons des leaders. Dans le domaine économique, nous avons des leaders. Même par exemple dans la famille, on a aussi des leaders. Bien sûr, nous avons des leaders. Dans une famille, on peut trouver un leader, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui est très charismatique et qui rallie les gens autour de lui à cause des idées, des visions qui ressortent en lui. Oui. Donc on va aller encore plus loin. Il y a Dr Max Monroe qui souligne ceci. Les titres ne te fait pas un leader. Ta position ne fait pas de vous un leader. Ta popularité ne te fait pas de vous un leader. Et aussi dans son livre Le 5 niveaux de leadership, John Maxwell essaie de numérer les premiers niveaux élémentaires du leadership. Il dit c'est la position. Il dit ceci, c'est-à-dire les gens vous suivent parce qu'ils doivent et non parce qu'ils veulent. Là, c'est le niveau de position. Est-ce que peut-on affirmer qu'être patron d'une entreprise ne fait pas de vous un leader? Je suis 100% d'accord. Le leadership n'est pas le titre. Le leadership n'est pas la fonction. Ni la position. Ni la position. C'est d'abord une attitude. C'est d'abord une mentalité. Comme les anglophones disent, c'est le mindset. On peut avoir un titre sans être leader. Mais on peut être leader sans avoir un titre. Le titre ne déclenche pas le leadership. Accéder à une fonction ne fait pas de vous automatiquement un leader. On peut vous nommer aujourd'hui ministre, sénateur, vous êtes élu sénateur, vous devenez même président. Ce n'est pas ces titres ou l'accession à cette fonction qui fait de vous automatiquement un leader. Le leadership, c'est un processus. Il y a un acte ou soit un élément qui déclenche le leadership. Et le tout premier élément, c'est quoi? C'est la découverte d'abord d'un but, d'un objectif clair. Et dès que cet objectif est capturé, l'objectif est identifié, l'objectif crée ce qu'on appelle une conviction. Vous êtes convaincu maintenant de cet objectif. Et la conviction génère la vision. Vous avez maintenant une vue claire de cet objectif, de manière détaillée, comment vous allez procéder pour atteindre cet objectif. Et la conviction, quant à elle aussi, attire maintenant en vous ce qu'on appelle de la passion, cet engagement, ces désirs-là, qui vous permet de courir de manière acharnée, avec opiniâtreté, à accomplir à tout prix cet objectif. Et c'est cette passion même, pasteur, qui vous permet de défier les obstacles, les échecs, parfois de méandres, les aléas, les découragements. C'est justement cette passion qui inspire maintenant aux autres de se joindre à vous. Quand les gens verront que il est tellement passionné pour ses objectifs, les gens seront motivés à vous suivre. Et maintenant, cet effet-là, cette aspiration-là, cet effet qui crée maintenant l'inspiration, c'est ce qu'on appelle l'influence. Et c'est justement cette influence qui fait de ces gens vos suiveurs, vos fanatiques. Dès qu'il y a maintenant des gens qui vous suivent, on peut maintenant dire qu'il y a le leadership. Ça veut dire des gens qui courent après vous, non pas à cause de la notoriété que vous avez, non pas à cause de la position ou de certains avantages ou des intérêts égocentriques. Parce que vous avez beaucoup, par exemple, d'autres personnes vous suivent parce que vous avez beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Oui. Et là, je dirais que c'est même pas un leadership, ça c'est de l'ONG. Là, vous êtes une ONG. Je donne par
exemple, pasteur. Est-ce que, attends, excusez-moi de vous couper la parole, est-ce que l'effet automatiquement de vous placer, de vous nommer quelque part, ça déclenche ou ça montre directement que vous avez été choisi parce que vous êtes un leader? Pas forcément. Pas forcément. C'est ça. Le fait d'être placé à un endroit ne déclenche pas directement le leadership. Le leadership, on est avec, on peut aussi le développer. Ça s'acquiert aussi. Je donne un exemple palpable. Nous connaissons tous. C'est afro-américain, ces grands esprits dont l'histoire me passionne. Je parle justement de Martin Luther King. C'est pasteur baptiste. Vous savez que Martin Luther King n'a pas assumé une fonction de l'État. Il n'a jamais été sénateur, il n'a jamais été ministre. Martin Luther King avait un rêve. C'est lui de voir sa nation Amérique être débarrassée de la discrimination, du racisme, de voir une nation fondée sur l'égalité des hommes, sur le droit civique. Il sort avec sa célèbre phrase, il dit « I have a dream ». Et je me rappelle même quand je lis son discours, ça me passionne tellement. Il dit « Je rêve que mes 4 fils, s'ils seront traduits en justice, qu'ils soient jugés, non pas en fonction de la couleur de leur peau, mais par rapport au contenu de leur caractère. » Pasteur, le même jour, une sortie médiatique, des milliers de personnes sont sorties fascinées par cette vision, au point que cette vision a cessé d'être la vision de Martin Luther King, elle est devenue la vision de toute une nation. Je vais vous faire rire, pasteur. Et vous savez que grâce à ces discours, la législation américaine a procédé à des réformes. Les lois fondamentales ont été réajustées à cause d'un homme qui avait une vision. Il n'était même pas député. Il n'était même pas sénateur. Donc je comprends qu'on peut apporter des lois sans être à la chambre de parlement. Martin Luther King n'a jamais réuni des gens autour d'eux en train de leur donner des t-shirts, des polos, de l'argent, tout ça. Donc, le leader, c'est lorsqu'on vous suit à cause des idées. Et lorsque je regarde même en Afrique, pasteur, il y a une absence criante de leadership sérieux et responsable au modèle de Jésus-Christ. Vous avez des dirigeants, de chefs d'État en Afrique qui ont beaucoup de collaborateurs, mais en réalité, ce sont des profiteurs. Si vous êtes président, pasteur, ministre, sénateur, député, pasteur responsable d'une église, si les gens vous suivent à cause de certains avantages éphémères, c'est qu'il y a une crise de leadership. Les gens doivent vous suivre à cause de la grandeur ou de la beauté de la vision que vous avez. Est-ce qu'on peut dire maintenant, toujours en sens que on ne met pas leader, mais on peut dire qu'on devient leader? Oui, on le devient. Est-ce qu'on peut devenir un leader lorsqu'on est dans un poste? Lorsqu'on est dans un poste, bon, s'il y a de la volonté, s'il y a de la volonté, il y a la disponibilité d'apprendre, je dirais cette souplesse de bien vouloir apprendre, on peut devenir un leader. Pasteur, si je vous pose une question, pasteur, qu'avez-vous fait pour être ce que vous êtes aujourd'hui, pour avoir la notoriété médiatique que vous avez? Si vous me dites que c'est par la grâce de Dieu, je dirais que vous êtes méchant envers moi. Mais si vous me répondez sans mentionner la grâce, je dirais que vous êtes ingrat envers Dieu. Ça veut dire que la grandeur n'est pas un accident. On ne devient pas grand par hasard, on ne devient pas leader par hasard, c'est le fruit de la grâce et de la volonté. De la volonté, exactement. Voilà. Nous sommes en train de parler de l'entourage d'un leader, le but qui unit. Alors, pasteur, c'est un bon sujet. J'étais en train de lire le Charles de Gaulle. Il a dit la nation grandisse par le leadership et s'affaiblisse aussi par le leadership. Et c'est important que nous puissions aujourd'hui parler réellement de ce thème majeur de leadership. Maintenant, dans notre thème que nous sommes en train de partager, qu'est-ce qui motive le choix de l'entourage d'un leader? Qu'est-ce qui motive le choix? Parce que là, oui, il est leader. Maintenant, ce qui aussi est important, c'est de savoir comment opérer le choix. C'est-à-dire, le leader opère un choix de son entourage. C'est la question, on voulait savoir un peu, est-ce que c'est ce qui motive le choix d'un leader, de l'entourage d'un leader, est-ce que la vérité selon laquelle vous ne pouvez pas réussir tout seul, c'est pourquoi il faut que je puisse choisir un entourage?
ou c'est parce que nous avons un but qui pouvait permettre que tous nous soyons ensemble, c'est alors que je dois choisir un entourage? La question, elle est pertinente et quand je suis l'ossature de la question, je ne sais pas dans quelle direction prendre. Je préfère paraphraser Nelson Mandela. Nelson Mandela dit ceci: le leader ne court pas après les fanatiques. Les leaders ne cherchent pas de collaborateurs, mais ils les attirent. Les attire. Ok. Pasteur, Quelqu'un a dit ceci: un leader, c'est un peu comme un homme qui court. dis une femme. Ça paraît bizarre. Et il dit, un homme qui courtise une femme, il doit se comporter non pas comme Un animal qui va à la la chasse, chasse, mais comme un pêcheur qui va à la pêche. Ok. Quand un pêcheur met la part à l'absent, il jette. quand je dis ceci, Quand un pêcheur s'est il jette dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? les Les poissons vont fuir, n'est-ce pas? Oui. Mais quand quand il met la patte, il jette, qu'est-ce qui se passe? Les poissons sont attirés. C'est un peu comme ça la femme. On ne court pas, mais on l'attire. C'est cette même analogie aussi pour les leaders. Ok. les leaders ne courent pas derrière le fanatique, mais ils les attirent par rapport à la vision qu'ils ont. Donc moi je pense que Vous savez, quand j'ai j'ai lu lu l'histoire de Nelson Mandela. pasteur, je me dis, l'Afrique est bénie par des bénéfices. Les jours où on le traduit en justice, devant tous les juges, vous savez ce que Nelson Mandela dit? Il dit, alors qu'il était dans sa vision de combattre l'unité contre l'apartheid, il dit, j'ai lutté contre un idéal. J'ai Était prêt de mourir. pour cet idéal. Donc vous Vous voyez, voyez quelqu'un, au nom de sa il était allé même jusqu'au sacrifice suprême. C'est ce qui a fait que tous les Sud-Africains, c'est ce qui a fait que plusieurs en Afrique du Sud ont vite couru auprès de Nelson Mandela pour apporter leur pierre de contribution à l'architecture de sa mission. Donc, les collaborateurs viendront en fonction de la manière dont ils perçoivent votre objectif. Je pense que c'est dans cette manière. Bien entendu aussi, qu'on ne doit pas nier ce qu'on appelle le leadership collectif. C'est-à-dire le leader tout seul, il ne peut rien parce que le leadership, c'est un peu comme un groupe d'orchestre musical. musical. Moi-même, quand Je je parle de la nation, j'ai dit que même le président de la République, à lui-même, il ne peut pas. moi je soutiens l'idée du leadership collectif. C'est comme un orchestre musical. Vous avez le batteur de Le table, tap vous et avez le claviériste. Si chacun joue bien son rôle, la conséquence serait que nous allons produire une musique qui est agréable à la satisfaction du public. public. Si les professeurs Font bien leur travail, les enseignants font bien leur travail, le pasteur pasteur qui vous aide, auquel vous appartenez, vous faites bien votre travail. travail, les journalistes, La conséquence, c'est que la nation, non seulement qu'elle sera forte, mais il y aura aura ce qu'on appelle un équilibre. Voilà. Vraiment, c'est important. Vous savez, quand on va juste prendre une pause, quand vous parlez de Nelson Mandela, ça me pousse toujours à vous parler de ces livres aussi que nous avons publié Le choix s'impose. Vous savez, dans ces livres, sur la page du 7, nous sommes en train d'écrire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Afrique du Sud, ou seulement du mot apartheid, on pense directement à Nelson Nelson Mandela. Mandela. Autrement dit, les choix de Nelson Mandela. Les choix de tout homme décrivent la raison de son existence pour laquelle il est prêt à mourir. D'ailleurs, Mandela insiste dans cette notion de choix en ces termes. On peut choisir d'aimer ou de détester. On peut choisir le mensonge ou la vérité. On peut choisir de fuir ou de s'assumer, d'être fidèle à soi-même ou faire semblant. Notre avenir est dans nos choix et décisions quotidiennes. Choisir au quotidien détermine ce que nous devenons d'une manière permanente. C'est un livre que vous allez trouver ici. Si vous me contactez, vous allez déjà s'en procurer. C'est un bon livre sur le choix s'impose. Pasteur, nous sommes déjà en train de
commencer à atterrir. Les bonnes choses ne durent pas. Commencer à atterrir. Il y a une chose toujours dans ce thème de l'entourage du leader, ce qui est un leader. Dr Myles Munroe a dit ceci: une armée des brebis conduite par un lion va battre une armée de lions conduite par une brebis. Il dit ceci: une armée de brebis conduite par un lion va battre une armée de lions conduite par une brebis. Est-ce que un leadership de qualité peut transformer des lâches en guerriers? Je me rappelle, comment dirais-je, je suis un peu très attiré par rapport à la première formulation, quand il dit une armée de moutons conduite par un lion va battre une armée de lions conduite par le mouton. Ça paraît un peu complexe. Hein? Bon, en fait, je dirais ceci. Je vais répondre dans deux manières. Premièrement, nous connaissons le célèbre proverbe qui dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Deuxièmement, effectivement, cette armée va battre. Parce que l'armée des lions qui est conduite par des moutons, en réalité, ce n'est qu'une armée de moutons. Ce sont des lions qui sont des lions de peau. Mais en esprit, ce sont des moutons. En fait, ce sont des moutons par association. Et c'est difficile de battre lorsqu'on est dans un mariage contre nature. Moi, je dirais que c'est une alliance contre nature. Pourquoi? Parce que déjà, un lion qui est censé être le roi, comment peut-il accepter d'être le subalterne du peuple? Donc déjà, il y a une crise d'identité. Pasteur, le changement durable qui produit de l'impact commence dans votre esprit. Donc il faudrait qu'il y ait un déclic qui devrait en fait révéler les lions pour leur révéler leur vraie identité. Je prends la citation du même auteur, Dr Myles Munroe. Il dit ceci, que la réussite commence par la découverte de soi-même. Vous ne pouvez pas aller au-delà de votre propre imagination. Pasteur, vous savez, la première attaque que Satan a infligée à l'homme sur la terre n'avait rien à voir avec la sorcellerie. Satan n'est pas venu égorger Adam au jardin d'Éden. Il ne l'a pas envoûté. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous mangez les fruits, vous deviendrez comme lui. Alors qu'en réalité, Adam était déjà créé à la nature et à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'il vient te proposer ce que vous êtes déjà. C'est ça le diable. Sa mission, c'est de vous empêcher d'être vous-même. Donc il faut se connaître. Oh, c'est très important. On va finir avec cette question. Alors, comment un leader choisit son entourage? Et quels sont les critères ou les qualités de personnes qui doivent entourer le leader? Ok, la question... Parce qu'on revient directement, parce que si ce qui entoure le leader, qui est lion, sont de brebis, attention. Et si maintenant celui qui conduit, le suiveur sont des lions, alors que le leader est une brebis, comment, étant que leader, choisir ses collaborateurs? Je m'inspire du leader par excellence, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est prouvé qu'aucune analyse, aucune étude en rapport avec le leadership ne peut se faire sans faire mentionner Jésus-Christ qui est le leader par excellence. Quelqu'un qui est né dans un village acculé. Donc même les sources archéologiques, comme on dit, n'a pas fait mention de ces études. Mais qui a pu influencer 12 hommes d'affaires, parmi lesquels vous avez 4 pêcheurs et un administrateur et collecteur de l'acte, qui ont abandonné leur rêve pour suivre quelqu'un. Moi, je me dis, le premier choix ou le premier critère d'un leader, c'est que vous devez choisir des gens qui croient en vous. Des gens qui croient en vous. Pasteur, Jésus à Nazareth, il n'a pu faire aucun miracle. Je vous pose la question. Vous qui êtes connaisseurs, nous qui apprenons de vos pasteurs, dites-nous un peu. Jésus manquait-il de la puissance? Était-il en
en insuffisance ou en crise d'onction? Bien sûr que non. Tout simplement, il était devant un auditoire hostile. Il pensait être devant des gens à qui il pouvait transmettre quelque chose, mais il était face à un public antagoniste qui n'a pas considéré son titre, qui ne l'a pas accueilli à sa juste valeur. Là où vous n'êtes pas considéré, pasteur, ne perdez pas votre temps. Là où vous n'êtes pas reçu à votre juste valeur, peu importe votre connaissance, peu importe votre onction, vous ne pourrez pas apporter de l'impact. Lui-même a dit, là où vous n'êtes pas reçu, faites quoi? Secouez et partez. Donc, le premier choix, le premier critère, vous devez vous baser sur des personnes qui croient en vous. Et quand on parle de la croyance, ça découle directement. Dans un deuxième critère, c'est celui de la confiance. Des gens qui vous font confiance. Et la confiance, moi je dis que la confiance, on la bâtit. On l'entretient. La confiance, on la développe même. Pasteur, vous savez, aujourd'hui, les gens ont stigmatisé la politique comme étant l'art de mentir, l'art de mensonge. Comme disait même le maréchal Mobutu, c'est la démagogie. Si vous posez la question au commun des mortels, vous demandez même c'est quoi la politique, ils vous diront non, c'est l'art de mentir. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, pendant les périodes électorales, quand les mouvements propagandistes viennent, ils vous bombardent, n'est-ce pas? Des promesses fascinantes. Et au finish, à la fin, quand ils débarquent aux affaires, non seulement ils vous oublient, vous à qui ils vous ont fait des promesses fallacieuses, vous vous rendez compte que non seulement que ce n'était que des chimères, mais toutes ces promesses, ils les renvoient au calendrier grec. Et heureusement pour nous, pasteurs, on est c'est vrai de ces choses. Les fables de Las Fontaines nous a déjà appris que tout flatteur vit au défaut de celui qui l'écoute. Donc, et maintenant, quand ils débarquent au pouvoir, ils oublient toutes ces promesses. Et ça crée une crise de confiance. Et les gens, maintenant, deviennent beaucoup plus sceptiques. Donc, un leader, un des éléments qui consolide la confiance, c'est dans le respect de ses engagements. Soyez capable de faire ce que vous dites. Et ça renforce en fait la confiance. Et le dernier critère, je ne sais pas si c'est important, mais moi je pense que c'est important, c'est que vous devez choisir des personnes qui ont de la loyauté. Même l'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, transmets-les à des personnes fidèles et loyales. Des gens qui seront capables de vous défendre en public. De continuer même ce que vous avez continué. Voilà. Ce que vous avez commencé. Quand par exemple on dit il n'y a pas de succès sans successeur. Voilà. Il vous défend en public, mais il vient vous blâmer en privé. Pasteur, je me suis toujours dit, entre la compétence et la loyauté, je préfère choisir la loyauté parce que la compétence, on peut la créer. Mais la loyauté est une vertu. Voilà pourquoi Jésus, je pense que c'est un leader par excellence parce que il a transmis à Pierre ces mindsets. Pierre est mort presque de la même manière que Jésus. Voilà pourquoi moi je dis que le salut en Jésus est la chose la plus importante parce que Jésus est allé jusqu'au sacrifice suprême. Vous connaissez Mahatma Gandhi, non, pasteur? Le célèbre homme politique indien. Il a dit une vision est sans valeur lorsque c'est lui qui l'incarne ne prouve pas qu'il est prêt à mourir pour elle. Le salut est plus important parce que ça a coûté la mort de Jésus. Waouh, ça c'est important. Nous sommes en train déjà de finir. Je pense que vous êtes très heureux de suivre cette émission. Donc, moi je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais avant que nous puissions finir, le mot de la fin de notre cher pasteur, votre mot de la fin, comment résumer ce que nous avons eu à parler aujourd'hui? Qu'est-ce que direz-vous à ces téléspectateurs qui sont en train de suivre? Je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation. Je me sens très honoré. Je l'ai dit parfois, les côtés sur lesquels je me tiens, il y a pas mal des hommes de Dieu qui sont passés et le choix a été porté sur notre modeste personne. Je me sens moralement obligé de vous remercier. Et s'il faut résumer d'une manière un peu condensée, nous avons parlé du leader. Et le mot-clé, c'est que le leadership n'est pas le titre, n'est pas synonyme d'assumer une fonction. Mais le leadership, c'est une mentalité, c'est une attitude. Vous êtes leader lorsque les suiveurs sont autour de vous à cause de la vision et non à cause du buffet, et non à cause de poste. J'adhère à la famille politique parce que je serai ministre. Ça, c'est une crise de leadership. Vraiment, c'est important. C'est une crise d'identité.
pour la semaine prochaine pour un autre numéro de livre inspiré. Donc, ces livres-ci, les choix s'imposent, c'est vendé. Contactez-nous. Donc, vous allez le trouver des bonnes choses. Vous allez trouver des bonnes choses ici dans ces livres. Le choix s'impose. Je donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Cette émission, vous pouvez le trouver aussi sur notre chaîne YouTube Livres Inspirés. Abonnez-vous afin que vous n'ayez pas manquer les nouveaux numéros de livres inspirés. Donc, restez bénis pour la semaine prochaine. Bye bye.